Beaucoup pensent encore que l'intelligence artificielle est réservée aux grandes capitales du savoir. Mais ce que vous allez découvrir aujourd'hui prouve exactement le contraire. À Bunia, ici même à l'est de la République démocratique du Congo, une dynamique sérieuse, rigoureuse et stratégique est en marche. Cet échange post-formation marque une étape décisive. Cette séance n'est pas une simple discussion. C'est un temps d'approfondissement, de clarification et de mise à niveau stratégique pour réussir le travail intégrateur donnant droit à l'attestation de participation. Bienvenue sur Expertise AI, là où l'intelligence artificielle devient un levier de compétences réelles. Laissez votre commentaire juste en dessous si vous avez un besoin de formation individuelle, une formation en groupe ou en institution, ou simplement une question ou un domaine que vous souhaitez approfondir. Un membre de notre équipe vous contactera rapidement pour organiser cela avec vous, dans les meilleurs délais. Invitation au groupe WhatsApp gratuit. Nous mettons également à votre disposition un groupe WhatsApp de formation gratuite, où nous partageons régulièrement des ressources, des guides, des exercices et des annonces de sessions live. Le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp est disponible dans la description de cette vidéo. Rejoignez-nous maintenant pour faire partie de la communauté. Installez-vous, respirez. Et c'est parti! Technique, je l'utilise pour analyser des documents, que ce soit sur le plan juridique ou bien en utilisant d'autres critères. Je l'utilise aussi des fois pour rédiger du courrier. C'est essentiellement cela. Analyse des documents, rédaction des documents. OK. Et des courriers. C'est essentiellement ce à quoi ça sert. Et vous travaillez dans quel secteur? Je suis consultant dans le Comment? domaine de l'informatique. Je suis consultant dans une société d'informatique, mais je ne suis pas informaticien de formation. Je OK, m'occupe des parfait. questions administratives et financières. OK, donc l'IA est votre allié. De temps, en tout cas, ça me rend beaucoup de service parce qu'il y a des choses que je pouvais faire pendant 3, 4 jours, je le fais en moins d'une journée et même en moins d'une Exactement. demi-journée. Moi aussi, j'ai été KM5. Ah ben, Techno KM5, moi j'ai levé ma main. Allez-y. Ok, moi je l'utilise pour la rédaction de mes projets en agroforesterie, en tout ce qui touche l'agriculture, la foresterie et la transformation. Quand je travaille quand je fais les formations, eh bien, je prépare mes formations et même mes affiches avec les bonnes conversations, mais principalement avec Gemini, parce que ChatGPT, ça coupe, comme c'est gratuit, Gemini, je peux travailler pendant 2 heures sans problème. Et j'ai les posters quand je demande. J'ai découvert sur mon téléphone, là, il y a un rond mauve comme ça. Et j'ai demandé qu'il me fasse un poster avec mon nouveau logo, en fait, avec mon nouveau nom pour les jus de baobab, Baoju. Il m'a fait un très, très beau dessin. Donc, moi, je l'utilise tout le temps, hein, que ce soit sur mon téléphone, mais principalement pour développer les projets dans le monde rural. Je travaille beaucoup avec Gemini parce que je peux travailler pendant 2 heures sans problème, sans payer. ChatGPT, ça coupe. Bon, j'ai l'historique, mais c'est embêtant de recommencer le lendemain. Donc, voilà un peu comment moi je fonctionne. Merci. Ah ben merci beaucoup, Annie, pour ce partage. Monsieur Niembo, comme tu as à l'écran, à toi la parole. Mambo, je crois. Allez, on a Mambo. À vous la parole. Oui, merci. En fait, depuis que nous avons découvert par votre entremise l'utilisation de l'IA, moi, j'ai été particulièrement intéressé. Et dans un premier temps,
quand même bien, je n'ai pas encore approfondi son utilisation. Je m'en sers quand même pour des divertissements, composition de petites chansons là, pour les amis, des chansons d'anniversaire. Ça fait bien. Et en plus de cela, même des travaux, des études, des textes, de composition des questionnaires, dans ce sens-là, je l'utilise parce que, en fait, pas pour moi-même, madame est enseignante. Parfois, elle me demande de l'aider pour lui produire des questionnaires avec un choix multiple et tout ça. C'est vite fait vraiment. Et c'est très intéressant. De mon côté, en fait, j'ai savoir mieux l'utiliser comme le sujet peut-être d'aujourd'hui et même par rapport au devoir que nous avons à faire parce que je vois que ce devoir va également dans la même ligne d'idée de ce que nous sommes appelés à faire exactement avec cet outil. Normalement, je suis apprenant en master et nous sommes en train de préparer aussi notre mémoire. Dans ce sens-là, je voudrais l'utiliser et surtout bien, maîtriser la démarche à faire de façon à ce que le produit de l'IA ne soit pas considéré comme du plagiat ou justement un contenu IA, mais qu'on arrive quand même à faire un texte un peu plus humanisé, comme un travail d'un humain. C'est ça, en tout cas, c'est à ce niveau-là que je voudrais arriver. Sinon, c'est un outil là qui m'a beaucoup épaté et je ne dors pas, je rêve toujours de connaître mieux. Voilà, merci. Ah, c'est bien. Merci pour ce partage. Et maintenant, on donne la parole à professeur Kiyulu Joël. Est-ce qu'il est toujours avec nous? Oui, je suis avec vous. À votre tour de parler, comment est-ce que vous l'utilisez dans vos travaux? Je le travaille en rapport avec beaucoup de secteurs, hein. D'abord dans la rédaction de rapports, production de certains documents. Donc, pour moi, je considère ça comme un document de départ parce que je dois mettre aussi du mien dedans pour tout justement ne pas tomber dans le cas du plagiat et pour ne pas faire Exactement. endormir aussi mon intelligence personnelle. Donc, je pense que c'est un outil important, mais que très souvent, je dépasse ça pour ne pas rester esclave de cela. Et comme je suis dans le domaine de recherche aussi, moi, c'est DeepSeek qui m'aide beaucoup. Voilà. Hein? Oh, merci. J'admire la Oui, diversité dans le groupe. oui, On a c'est parlé de DeepSeek. ChatGPT, Gemini, maintenant DeepSeek. Merci d'avoir Ah évoqué non, ça. moi, chaque jour, je suis, j'échange, je fais des chats et ça me permet quand même de confronter mes propres idées aux idées des autres, les idées qui se trouvent aussi dans d'autres cadres, d'autres études. Parce que le problème ici, c'est que nous n'avons pas accès à toute la documentation. C'est ça un peu le problème. Donc, la difficulté réelle maintenant, c'était l'accès à des documents scientifiques. Mais Hein, merci parce de que vous tout connecter est aujourd'hui. Vous aurez payant. une source de solutions. Ah, bon, tant mieux. Ça, c'est ce que j'attends. Je suis content Voilà. que vous soyez là aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai une nièce qui fait des vidéos formidables. J'espère qu'on va atteindre son niveau. Elle est en Angleterre. Parce que nous avons un problème de marketing au Congo. Hein. On ne fait pas bien le marketing. Et justement, l'IA nous aide. Mais je voudrais souligner une chose. Moi, je fais toujours des prompts très longs. Et après, en fait, je sais que c'est une machine, ça engage une conversation entre la machine et moi. Parce que je fais des prompts bien développés et beaucoup de gens ont de mauvaises surprises parce que leurs prompts ne sont pas assez précis. Donc, ils n'obtiennent pas de bons résultats et ça les décourage. Tandis que si on veut vraiment travailler et profiter sans se laisser avoir,
En fait, il faut préparer ses devoirs avant et je n'ai jamais eu de mauvaise surprise jusque maintenant parce que mes prompts sont, en tout cas, je fais des demandes très précises et très détaillées. Donc, je reçois, en tout cas, je peux avoir jusque 5-6 pages d'échanges avec surtout Gemini. ChatGPT aussi, mais surtout Gemini. Mais DeepSeek aussi Voilà. illimité, gratuit, hein? N'oubliez pas ça. DeepSeek aussi, dans mon téléphone, j'ai DeepSeek. Il m'arrive j'utilise tout le monde, moi. Chaque fois que j'utilise tous. Là, c'est bien. Donc, on peut s'en servir gratuitement. Monsieur Ferdinand, par rapport à ça, Oui. j'ai déjà constaté, et c'est comme vous avez une version de ChatGPT, peut-être vous avez c'est différent là-bas ou pas. J'ai remarqué que ChatGPT a une capacité limitée en termes de fichiers ou de documents que vous pouvez joindre, par exemple, pour une analyse. DeepSeek offre une capacité plus grande. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'avec les versions payantes de ChatGPT, c'est possible d'avoir le même niveau de nombre de fichiers ou de capacités de fichiers que l'on peut joindre pour l'analyse? L'autre question, si j'ai un document, par exemple un contrat de 800 pages que je vais analyser, quelle est la meilleure IA que je pourrais utiliser à cet effet qui peut, par exemple, accepter le document d'une telle capacité? Bon, là, vous touchez à la question des fenêtres de contexte. Et puis, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur YouTube. Et pour un document de 800 pages, je vous incite à demander à ChatGPT quelle est l'IA qui peut traiter un document de 800 pages sans problème. Et puis, on va voir. Je peux le faire avec vous pour voir ce que ChatGPT va nous dire. Mais je sais que il y a des plateformes comme NotebookLM de Gemini, de Google, qui peut aussi traiter ça. Et puis, je présente dans une de mes vidéos aussi. Et puis, les gens de Bougne ont été gâtés par la présentation de NotebookLM. Vous vous en souvenez, non? NotebookLM, vous vous souvenez de ça? C'est de Bougne. Bien sûr, bien sûr. Ouais, NotebookLM peut traiter des grands documents. Parce qu'il peut prendre jusqu'à 50 sources à analyser. Ok, pendant qu'on y est, je vais demander à ChatGPT exactement cette question-là. Salut. Salut Ferdinand, content de te retrouver. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, j'ai une question technique pour toi. Bien sûr, vas-y, je t'écoute, dis-moi tout et on va regarder ça ensemble. J'ai un document de 800 pages que je vais analyser par toi. Est-ce que ta fenêtre de contexte est suffisante pour 800 pages? On peut traiter de gros documents en les divisant en plusieurs morceaux. Donc pas d'inquiétude, si tu veux, on peut le faire petit à petit. En gros, tu peux me partager des sections et je les analyserai au fur et à mesure. Donc on devrait s'en sortir sans souci. Mais c'est quoi le maximum de nombre de pages que tu traites en un coup? Pour te donner une idée, je peux traiter quelques dizaines de pages de contenu à la fois sans problème. Donc, si ton document fait 800 pages, on pourra tout simplement le découper en morceaux d'environ 20 ou 30 pages à chaque fois et avancer comme ça. Comme ça, on reste dans une limite confortable et on peut tout analyser tranquillement. Et c'est quelle IA qui offre une grande fenêtre de contexte gratuitement? Eh bien, pour ce qui est des IA avec de très grandes fenêtres de contexte gratuites, c'est encore assez rare. Les plus grandes fenêtres de contexte sont souvent sur des versions payantes ou professionnelles. Par exemple, certaines versions de GPT-4 ou d'autres modèles d'IA peuvent offrir des contextes très larges, mais ce n'est pas toujours gratuit. Donc, en général, pour du gratuit, il faudra souvent découper le document en morceaux, comme on disait. Et NotebookLM prend quelle quantité? NotebookLM est effectivement connu pour offrir une fenêtre de contexte très large et il est plutôt généreux dans sa version gratuite. Donc c'est une option intéressante si tu cherches à analyser de gros volumes de texte sans trop de limitations. Tu pourrais tout à fait l'essayer pour voir s'il te convient mieux dans ce cas-là. Est-ce que ça vous va, monsieur Jean-Jacques? Oui, j'ai suivi parce que c'est plutôt ce que je vais peut-être essayer de voir, c'est celui que vous
celui que vous avez cité avant, notre book LM. Parce que Oui, oui. ma préoccupation, quand vous découpez un document en 80 morceaux, vous commencez à l'analyser par morceau. Est-ce que quelque part, en termes de capacité d'analyse ou d'objectivité de l'analyse, si le document est découpé, comment fait l'IA pour considérer que les 80 morceaux ne constituent qu'un seul document pour donner ça, pour faire cette analyse? Dans tous les cas, l'IA fait le lien toujours dans vos documents, hein. Et puis, chaque fois, il faut lui dire ce que vous faites. Ah, donc, il Il faut faut le lui dire ramener à ce que comprendre que c'est la suite de la même chose. ce document, je peux vous soumettre en autant de, de paquets ou de volumes, comme ça, vous allez tout analyser au même moment. Oui, c'est une façon aussi de le faire. Il faut que l'IA sache que vous lui donnez des morceaux des mêmes documents. OK. Bon, je vais d'abord essayer le notebook LM. OK, ça marche. Pour ça, il y a un tutoriel que j'ai présenté sur ma chaîne YouTube, que je peux vous renvoyer aussi dans le groupe, que vous pouvez revoir et puis, si vous avez des D'accord? difficultés, on va élaborer Merci. là-dessus. Alors, toi, tu utilises l'IA Alors, comment dans ta vie professionnelle ou quotidienne? Bon. Moi, l'IA m'aide beaucoup dans la rédaction OK. des correspondances le plus souvent. Et je l'utilise parfois aussi pour arriver à composer, par exemple, les questionnaires des cours pour soumettre dans l'évaluation des étudiants. Ça m'aide parfois aussi. Même dans la OK. composition des cours, parfois, vous pouvez demander à l'IA comment arriver à constituer un cours de tel. On vous donne, l'IA déjà vous donne une orientation claire pour arriver à constituer un cours. Mhm. Oui, Effectivement. c'est un peu ça. C'est un peu ça ce qui m'aide dans la préparation, dans Alors, l'utilisation je de vais l'IA. entrer dans la matière. Je vais vous présenter le devoir pour votre attestation de participation à la formation. Vous avez déjà eu le fichier dans le groupe, mais on va maintenant parcourir ensemble. On va expliquer ce qu'il faut faire comme devoir. Pour ça, j'aurai besoin des gens pour lire à l'écran. Qui est prêt pour commencer? Peut-être Jean-Claude. Claude, comme il est là, il peut commencer avec la première partie. On va privilégier ceux qui sont sur l'ordinateur, hein, parce que sur le téléphone, souvent, c'est petit. Qui sont sur l'ordinateur? Je pense Annie est sur l'ordinateur. Claude aussi. Et on commence par Docteur Zéphie qui va lire le premier paragraphe. Donc, le titre et l'objectif. Ouais. En, en premier paragraphe, il est écrit objectif général, mettre en place l'ensemble des notions abordées durant la formation à travers la construction complète d'un mini-projet et des recherches scientifiques assistées par l'IA générative. Ouais, Claude, vas-y. Oui, le contexte dit ceci. Vous êtes chercheur, étudiant ou professionnel, vous devez concevoir un mini-projet de recherche sur une problématique réelle liée au développement, à l'éducation, à la santé, à l'environnement, à la gouvernance ou à l'innovation en RDC ou en Afrique. OK, continue toujours. Partie 1. Partie première, conception du sujet. Premièrement, définir un sujet de recherche pertinent. Deuxièmement, justifier son intérêt scientifique et sociétal. Livrable, titre plus justification, 10 à 12 lignes. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire en premier. Partie 2. Oui. Partie 2, problématique. Décrire les problèmes scientifiques. Deuxièmement, formuler une question principale et deux questions secondaires. Troisième partie, recherche documentaire. Identifier au moins 8 sources scientifiques fiables. Produire un tableau de synthèse des sources. Partie 3, rédaction scientifique. Rédiger. Dans la rédaction, il faut faire introduction, la problématique, objectif, méthodologie, résultat attendu,
considération éthique, référence bibliographique. Dans la partie 5, il faut faire usage de l'IA, donc expliquer comment l'IA a été utile et ce qu'elle a apporté. Et partie 6, ça concerne l'éthique. Donc répondre quels sont les risques de l'IA, comment éviter les plagiats, quelle est la place du chercheur humain, la livrable final, document Word ou PDF 10 à 15 pages, bibliographie normalisée, déclaration d'intégrité académique, grille d'évaluation, pertinence du sujet 15 points, recherche documentaire 20 points, usage de l'IA 20 points, rédaction scientifique 25 points, éthique académique 20 points. Ok, tout est clair, j'espère. Oui, tout est clair à ce niveau. On a parlé de Peut-être il fallait... Oui. Où trouver ces sources-là? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Comment trouver les sources pour documenter votre recherche. C'est l'étape que le professeur Joël attend. Alors, je vais ouvrir ça sur mon ordinateur avant de partager. Et tout sera mis dans le groupe, donc ne vous en faites pas si vous manquez des morceaux. Tout sera posté dans le groupe. Et puis là, c'est... J'ai une question, peut-être bonne, que je la pose. Pose déjà. Je me suis dit, ben, écoutez, ce travail ici que vous demandez, est-ce qu'on ne peut pas... Il y a aussi une tentation de tout donner à l'IA. Prendre, par exemple, le sujet qu'on a choisi et lui soumettre toutes vos questions là. Et Gemini va vous donner ça, va vous donner les réponses. Est-ce qu'on a besoin de vraiment se tracasser pour ça? À moins que je me trompe. C'est la première idée qui m'est arrivée. Mais c'est bien pensé. En fait, c'est un travail que vous devez faire avec l'IA, mais je vais vérifier aussi les pourcentages de l'humain qui est dedans. Donc, si vous avez plus de 50% d'IA, vous avez échoué. Oh. Bon. Ouais, je vois, je vois. C'est compris, hein? Oui, oui, ça va. Vous voyez que je peux vous piéger. Ça va. J'ai satisfaction. Parce que je me disais, l'IA fait ça à ma place. Bon, qu'est-ce que j'ai à me tracasser? Je prends mon sujet, je lui donne toutes vos questions, alors il vous dit, voici la réponse, et je vous l'envoie, vous me donnez 10 sur 10. Non, non, je vais évaluer les pourcentages d'IA utilisés. Parfait. En même temps, il y a des parties où vous devez réfléchir, vous devez démontrer là où vous avez réfléchi, comme humain. Oh, tout à fait. Mais je vais vous donner tous les outils qu'il faut pour bien faire. Alors, on passe maintenant de la quantité. Oui, de la quantité. Oui. La quantité de travail des pages. Concrètement, j'ai un travail de 150 pages. C'est un ouvrage, un livre que j'ai rédigé d'abord. Alors, j'aimerais pouvoir traiter ça par l'IA qui m'aide à structurer des choses comme ça. Est-ce qu'une IA peut avaler comme ça 150 pages et me sortir et le travail et le rapport des améliorations ou des modifications effectuées? On vient de répondre à cette question. Vous avez plus de rater l'explication. Pour moi, c'est seulement 150. Donc, c'est plus facile encore. Je vois. Est-ce que je vais tenter avec qui? Avec Gemini? Vous pensez à quel IA? Gemini, Perplexity, ChatGPT ou quoi? Ou même DeepSeek. Essayez l'un et l'autre et vous allez voir la différence. OK. OK, maintenant on va passer à cette présentation. Je vous présente le répertoire des plateformes académiques pour vous aider à faire ce travail. OK.
Alors là, j'aurais besoin de quelqu'un, de plusieurs personnes pour lire, comme ça ne va pas être monotone. Ceux qui ont la capacité de lire surtout, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas le courant, il y en a qui sont sur ce téléphone. Je comprends toutes ces contraintes. Je Bon, vois que... répertoire des plateformes académiques, guide complet des outils de recherche scientifique pour chercheurs, étudiants et professionnels. C'est bon? Ouais, ça c'est très bien. Donc, une personne par slide, hein. Ça, c'est la première slide. On va passer à la deuxième. Deuxième personne pour lire ça, ça va être Gilbert. Non, non, je ne vois pas. 5 Non, on catégories de retourne à plateformes. Claude. Claude est sur l'ordinateur, hein. Le téléphone, je peux lire. Ah, ok, vas-y. 5 catégories de plateformes généralistes, sciences, droit. C'est quoi SHS? Sciences. Sciences humaines et sociales. Sciences humaines et sociales. Sciences humaines et sociales, oui. Et droit. Sciences, open access, l'intelligence artificielle. Ok. Plateforme généraliste, maintenant on les décortique. S'il vous plaît, je n'ai pas compris. SHS, c'est quoi? Sciences humaines et sociales. Ça va? Oui, oui. Ok, maintenant on décortique chaque catégorie. On commence par les plateformes généralistes. Pour ça, vous avez la plateforme qui s'appelle Google Scholar. Ça, c'est un moteur de recherche académique multidisciplinaire. Vous trouvez des revues indexées, des articles scientifiques, tout là-bas. Ça, c'est généraliste de tous les domaines regroupés. Bon, Mais, une personne va... Oui? Oui, Ferdinand, Oui, Joël, j'utilise ça professeur. souvent, mais on est parfois coincé. Vous ouvrez un ouvrage, on vous renvoie à une revue qui doit être, à lecture qui doit être payée. Bon, il y a parfois le problème de téléchargement. Il faut avoir un logiciel qui vous permet de lire les PDF. Il y a beaucoup de complications aussi là-bas, hein, faut le dire. Bon, voyons les autres. Peut-être que si Google Scholar ne marche pas pour vous, un autre va marcher. OK. On a Semantic Scholar qui existe aussi. Ça, c'est pour la recherche assistée par l'IA. Ensuite de ça, on a Dimensions. C'est aussi une plateforme. Il a les articles, les brevets, il y a des financements, ce que vous pouvez trouver comme ça. Ça, c'est des plateformes généralistes. Alors, SHS et droit, sciences humaines et sociales et droit et éducation. On a JSTOR, ça regroupe les revues académiques en sciences humaines et sociales. Ça, c'est le domaine de professeur Kiyulu. Oui. Est-ce que vous avez utilisé JSTOR? Non, pas encore. Là, vous pouvez vous régaler peut-être. Oui, s'il vous plaît, vous n'allez pas trop vite avec les images? Moi, je vois ici une table. Mais la table, c'est à gauche. À droite, c'est les écrits. Ah oui, ok, merci. Ok, donc JSTOR regroupe les revues académiques en sciences humaines et sociales. Il y a aussi Project Muse qui regroupe les publications en sciences humaines et lettres. On a aussi SSRN qui regroupe des choses en lien avec le droit, l'économie, sciences sociales. Immaculée est servie. Immaculée, tu es là? Ok, ressources spécialisées. Comment? Allô? Oui, Jean-Claude. Allô? Oui, Claude. Oui, je ne sais pas comment qu'on a, là où vous avez commencé pour qu'on évolue à ce niveau. Je ne me retrouve pas. Je vous présente les plateformes de recherche académique. Oui. Comment vous avez accédé à cette plateforme?
Comment tu peux accéder à ça? Oui. En tapant juste ce que vous voyez à l'écran. Si c'est Google Scholar, vous tapez Google Scholar. On va faire quelques démonstrations tantôt. OK. Si vous tapez, par exemple, retournons ici à Google Scholar, par exemple. Vous voyez Google Scholar à l'écran? Oui. Dans votre navigateur Google, vous tapez tout simplement Google Scholar. Ça va vous Oui. donner OK. une barre de recherche où vous mettez les titres d'un ouvrage ou le domaine d'études, et puis ça va vous donner tout ce qui est publié en rapport avec ça. OK, OK. Là, je suis. Donc, ce n'est pas le Google normal que vous utilisez, c'est un Google ciblé pour les ouvrages académiques. Oui. OK. Même chose pour Semantic Scholar ou Dimensions. Et la même Ça va, chose pour merci. J'ai JSTOR, suivi. Project Muse. Si vous tapez juste JSTOR, vous allez voir tout ce que ça offre. OK. On était arrivé maintenant aux ressources spécialisées, sciences humaines et sociales. On a des plateformes comme Phil Papers, qui regroupe les bases de données complètes en philosophie. Il y a Eric. Eric, c'est une base de données aussi pour les références pour les sciences de l'éducation. C'est pas le mot là, le mot qui est en train de faire beaucoup de bruit. Donc, si vous tapez sur Google Eric, vous allez accéder à Eric, cette plateforme. OK. OK, médecine et sciences naturelles. Il y a un docteur ici, il y a Zéphirin qui est connecté, qui j'espère qu'il est toujours là. Oui, oui. OK. Alors, pour la médecine et les sciences naturelles, la plus grande base de données s'appelle PubMed. Zéphirin, tu découvres ça pour la première fois? Ouais, c'est la première fois. Ah ben, c'est très grave, parce qu'à doctorat 1, tu devais déjà connaître PubMed au moins. Tu as toutes les grandes publications de médecine qui sont là-dedans. PubMed. Il y a aussi Science Direct, qui regroupe les revues scientifiques. On a aussi Springer Link, qui regroupe les sciences et l'ingénierie. Il y a aussi BioRxiv. Ça, c'est des prépublications de la biologie. On a aussi MedRxiv pour les publications médicales. Donc, ça, c'est les revues en sciences naturelles et médecine. Alors, les Open Access. Dans les Open Access, il y a une grande base de données qu'on appelle DOAJ, que tous les chercheurs doivent connaître. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous avez des lacunes. Ça, c'est des revues d'accès libre. Open Access. DOAJ. On a aussi Open AIRE pour les recherches européennes. On a CORE pour agrégateur mondial. Et puis aussi HAL qui regroupe les archives francophones. On a Zenodo aussi qui est un dépôt scientifique. Je vais peut-être vite, mais vous allez avoir ce fichier dans le groupe WhatsApp, ne vous en faites pas. Alors, plateforme avec intelligence artificielle, ici on a ResearchGate, c'est un réseau social académique. On a academia.edu. C'est ainsi une plateforme où on partage les différentes recherches. On a aussi Site pour analyser des sites. Alors, outils avancés, on a Connected Papers qui aide à visualiser des connexions entre les articles scientifiques. On a Elicit qui est un assistant IA pour automatiser la revue de la littérature, ce qui est intéressant pour vous aider à publier régulièrement. Et puis pour choisir vos outils, pour débuter vraiment, utilisez Google Scholar et JSTOR. Et puis si vous voulez vous spécialiser, allez dans PubMed, SSRN et Phil Papers. Et pour optimiser votre travail, c'est Elicit, Connected Papers et Site.
Et ce PowerPoint a été fait avec Gamma App que vous avez déjà tous utilisé, j'espère. Vous vous souvenez de Gamma App? Ouais. Il y a un tutoriel sur la chaîne YouTube si vous voulez vous remémorer ce que c'est. Moi, je l'utilise souvent aussi. Ouais, il est très, très efficace. Et s'il y a des questions sur cette partie du répertoire des plateformes académiques, je pressens que Gilbert a une question. Et je salue le Non. DGP qui vient de se joindre à nous. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que ça vous a ouvert à un outil que vous ne connaissiez pas? Allô? Oui, vas-y. Bien sûr que oui. C'est-à-dire que nous avons maintenant à notre possession certains outils auxquels on peut recourir pour faire les recherches ou bien certains sites auxquels on peut recourir pour entamer nos recherches dans les différents domaines. C'est quelque chose que nous Exactement. n'avions pas forcément au départ. Mhm. Et cela surtout avec des orientations précises. Voilà, si on est de tel domaine, on peut se référer à tel site. Alors, c'est là que c'est intéressant. Ça peut beaucoup aider, je pense, les chercheurs et les étudiants même. Exactement. Oui. Alors, vous allez voir que... Allô? Oui, allez-y. À vous la parole. Oui, moi, je suis vraiment très émerveillé de suivre cette partie ici. Ça précise bien les différentes sources selon les domaines. C'est parfois, on fait des recherches en désordre. On ne sait pas précisément il faut entrer par où pour faire les recherches dans ce domaine. C'est Exactement. avec cet exposé, on a eu vraiment la précision. Si chaque domaine de recherche, ça m'a beaucoup intéressé. Ah, c'est bien. Oui, merci. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Monsieur Gilbert n'a pas de commentaire? Non, pas tellement. Pas pour le moment. Ok, Bon, alors on va ouvrir. Il s'agit de répondre à des questions, parce qu'au début, au début de la séance, vous demandiez comment chacun se servait de l'IA. Moi, je voulais faire aussi mon témoignage que l'IA Oui, c'est ça, tu n'avais pas m'aide parlé. À toi de parler de maintenant. plusieurs manières. Oui. Comme la fois passée, au début, ici, je vous avais dit que je conversais avec l'IA, notamment même dans le domaine de la formation spirituelle. Et vraiment, c'est tous les domaines. Je lui pose des questions même en rapport avec la politique nationale et internationale. On échange, des discussions très fructueuses. Et puis, dans mon domaine de la recherche, justement, je lui pose des questions pour m'aider justement à élaborer, par exemple, la revue de la littérature, la méthodologie de certains rapports scientifiques. Et ça, c'est pratiquement au quotidien. Au quotidien aussi, c'est tout le temps que je lui propose des textes dont je lui demande d'améliorer la formulation, etc. Donc, la liste est longue. Donc, j'utilise ça vraiment beaucoup et à tout moment. Voilà ce que je C'est voulais bien. dire. Alors, on a parlé de plagiat tantôt. Oui, Et ce puis, serait est-ce que quelqu'un intéressant. peut me rappeler l'outil que je vous avais mentionné pour minimiser le plagiat? C'était quel outil? Qui s'en souvient? Personne ne s'en souvient? Allô? Bon, Allô? les outils pour... Moi, Allô? j'étais pas là. C'est vrai. Non, Annie n'était pas là, c'est les gens de Bougna. Oui, je peux parler? Oui, vas-y. Oui, l'outil que j'ai retenu pour éviter les plagiats, c'est le Quillbot. Quillbot, bien dit. Alors maintenant, là, je vais vous faire une Oui. présentation qui rassemble tous les outils similaires à Quillbot. Vous êtes prêts pour ça? Est-ce que, s'il vous plaît, une précision dans le concept. Est-ce que c'était un outil pour éviter le plagiat ou bien pour détecter le plagiat? Ça fait les deux, en fait. Ça peut détecter l'usage de l'IA, mais ça peut vous aider aussi à minimiser, à humaniser votre texte. Ah, OK.
Moi, je note humaniser. Ouais, Humaniser le c'est texte. bien dit. Alors, Bien quand on sûr. humanise, en fait, il fait de la paraphrase. Alors maintenant, on fait une Allô? présentation sur le répertoire des outils similaires à Quillbot. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, oui, Léonard. Oui, en fait, Vas-y. quand on parle d'humaniser le texte, je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas juste une manière de dire autrement le texte ou ce qui a été proposé par l'IA, ou c'est carrément une autre chose? Donc, ça fait de la paraphrase, en fait. Hmm. C'est beaucoup Pardon, plus de la vous paraphrase. permettez? Oui, vas-y, Vous vas-y. permettez? Oui, oui. Bon, humaniser le texte, ça ne constitue, ce n'est pas, ça ne s'arrête pas à la paraphrase. Hein. Humaniser, c'est parce qu'il y a, comme qui dirait, des réflexes propres Il y à a une l'IA. procédure. Alors, il y a, et donc, il y a quelque part un peu, si vous permettez, un manque de Parce que naturel. c'est ce qui s'est posé, c'est pour Un manque essayer de de naturel, parce que c'est une machine. Nous en avions parlé la fois passée. Il y a par exemple abus d'adjectifs et d'adverbes d'intensité. Vous allez trouver qu'il y a un vocabulaire qui a tendance à exagérer, si vous me permettez, les choses, ce qui n'est pas naturel. Alors que quand c'est un être humain, il y a une certaine variété. Vous trouverez par exemple l'abus de l'adjectif crucial, essentiel. Et c'est extrêmement important. Quand bien même, malgré que même si on n'utilise pas ces adjectifs ou ces adverbes, le mot là utilisé donne déjà suffisamment, est déjà suffisant en soi, mais l'IA a tendance à compléter inutilement. Alors, si on est informé, on peut aller en guerre contre tout ça. C'est une manière d'humaniser le texte. On sent qu'il y a un peu de la personnalisation. C'est un être humain qui parle. Mais avec les textes produits uniquement par l'IA, bon, certaines personnes comme nous autres, on s'est remarqué, on peut facilement détecter 10 à 20 utilisations inutiles de l'IA. La preuve en est que quand on lui demande des modifications à ce sujet, il accepte volontiers et il reconnaît que effectivement, il y avait un abus d'utilisation de ces mots. Par ailleurs, il est à considérer aussi que on ne doit pas avaler ce que l'IA a donné comme solution, comme parole d'évangile, permettez l'expression. Quand vous révisez les réponses données par l'IA, vous allez trouver aussi certaines imperfections, si vous le voulez. Et donc, il ne faut pas prendre les textes de l'IA et les considérer comme finis. Vous devez vous-même, parce que c'est vous finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vous le maître. Alors, je voudrais intervenir un peu. Oui, allez-y. Oui, cet aspect des choses, je pense, avait été signalé à la formation passée, quand le formateur avait dit que un texte de l'IA, il faut utiliser l'IA surtout pour un domaine qu'on maîtrise bien. Parce que l'IA vous propose tout, tout, alors, s'il faut le dire comme cela. Mais si vous ne maîtrisez pas bien le domaine, vous pouvez aussi adopter des choses qui ne sont pas réelles. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment qu'on maîtrise suffisamment. Voilà, absolument. Est-ce que le DGP qui voulait intervenir? Je ne pense pas. Est-ce que M. Jajac avait une question ou un commentaire? Oui, plutôt question parce que comme moi, c'est la formation à laquelle vous faites allusion, nous, on n'avait pas suivi ça. En somme, j'étais aussi intéressé par, tout à l'heure, vous disiez, lorsque quelqu'un a l'intelligence artificielle, il y avait moyen de décider quel était le pourcentage de la partie humaine et de la partie IA. Je voulais savoir quelle IA on utilise pour faire cette analyse-là. Et quelle IA on peut utiliser pour expurger d'un document qu'on a produit, faire en sorte qu'on ne puisse pas déceler qu'il est venu d'une IA.
Alors, c'était ça le but de la présentation à l'écran. Parce que je leur avais présenté l'outil qui s'appelle Quillbot, qui a des fonctionnalités pour détecter aussi les textes faits par l'IA, en même temps pour humaniser les textes, pour rendre ça plus humain. C'est-à-dire que les gens l'utilisent beaucoup pour faire de la paraphrase, par exemple. Mais il n'est pas seul. Il y a plusieurs outils similaires que je présente à l'écran présentement et que je vais vous envoyer aussi. Donc, on va peut-être pas lire ça verbatim, mais je vais vous envoyer ça dans le groupe. Et chacun pourra lire tranquillement. Et au besoin, on pourra avoir une autre séance pour expliciter. En tout cas, tout est expliqué dans ce document. Je vois une main levée, c'est Annie? Oui, oui, c'est Vas-y, moi qui ai levé la main. on C'est va à moi toi qui la ai levé parole. la main. Oui, en fait, ce que j'ai constaté hein, par Mhm. rapport à l'affaire, je n'étais pas là, je n'ai pas suivi le cours, mais j'ai constaté une chose. Parce Oui, qu'on dit que l'IA, on parle d'humaniser, mais euh, comme j'ai l'habitude de beaucoup écrire, je me rends compte que l'IA utilise beaucoup de phrases que moi-même j'ai écrites, reprend beaucoup d'expressions que utilise mes propres expressions et trouve que ce sont de bonnes expressions et s'en sert quand il me propose maintenant un résumé ou quelque chose comme ça. Mais je voudrais partager une très drôle d'expérience en parlant de la recherche. Mais l'IA va parfois dans des endroits où on ne pense pas du tout. J'ai vécu quelque chose de bizarre. J'ai présenté une photo d'un fruit et je ne me souvenais plus du tout du nom. Et on l'appelle Makasuya Braza. Ça n'a rien à voir parce qu'à Brazzaville, il n'y en a pas. L'IA a cherché, a fouillé partout. Et je connaissais la deuxième partie du nom, c'est Doniana. L'IA n'a pas trouvé. Finalement, je ne sais pas, je suis retournée dans mes propres recherches en dehors d'Internet et j'ai retrouvé la photo avec le nom. Et j'ai donné le nom à l'IA et l'IA a sorti le nom sur Facebook, un Facebook que j'ai complètement oublié et c'est moi-même qui avais mis cette photo, c'est Bucholzia doniana, ce fruit-là, ce macassou qui pique très fort, qui est du Congo. on t'a perdu, Annie. Bon, maintenant, je vais vous présenter des outils qui vont vous aider à interagir avec les fichiers PDF. Est-ce que tout le monde est là? Ok, nous sommes là. Nous y sommes. OK. Alors, je vous présente un tableau qui compare les différents outils similaires à ChatPDF. Il y a un outil qui s'appelle ChatPDF, c'est-à-dire qu'il vous permet de lui donner un PDF et commencer à interagir avec votre PDF. Ça s'appelle ChatPDF. Mais il y a d'autres outils aussi qui font la même chose. Il y a PDF AI, Ask Your PDF, CSpace, ChatDoc, PDF Gear, Deep PDF. Tout est sur la liste là que vous voyez sur le tableau. Et puis ça les compare par rapport à la fonctionnalité, à la gratuité, aux limites, aux langues et aux cas d'usage. Si vous explorez ça, vous allez voir que ça peut vous aider. En fait, vous pouvez coupler tout ça avec tout ce que je vous donne aujourd'hui pour faire une recherche plus rapidement. Mais ne négligez pas les outils que je vous avais donnés, les T2S par exemple, pour lire le chat, les PDF. Parce que c'est toujours mieux d'avoir lu avant d'interagir avec les outils. Comme ça, vous savez c'est quoi les parties qui ne sont pas mentionnées dans ce que l'outil vous donne. Est-ce qu'il y a des réactions à ça, à chaud? Qui veut réagir à ce qui vient d'être expliqué à chaud? En évoquant les bénéfices et puis les limites. Pas. Oui, Katana, moi, vous la parole.
Oui, Oui, ma question est basique. vas-y. Il m'arrive, bon, comme à tout le monde, d'avoir en face de soi un document PDF, un texte. Oui, Or, on aimerait modifier, intervenir, le traiter comme le Word. Qu'est-ce qu'il faut oui. faire? Mais vous voulez le convertir en Qu'est-ce Word? qu'il faut? PDF à Word. Oui, oui, c'est faisable. Comment? C'est beaucoup plus simple que vous Par... ne le pensez. Ah bon? S'il vous plaît, parce que c'est vraiment le Ça comble peut pour être, moi. je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous ai enseigné en 2024. Je vous ai montré un site qui s'appelait TinyWow. Ça, c'était avant le développement des Répétez. grands outils d'IA. Déjà, ce site-là, à C'était... l'époque, il regroupait beaucoup de choses. Je vais vous les mettre à Taille, l'écran. Ça va faire un rafraîchissement. Je vais Oui. vous remettre TinyWow à l'écran. Vous voyez mon écran? Vous voyez la barre d'adresse? Mhm. Oui, je vois, je vois, je vois. TinyWow. Oui, Free tools. TinyWow. TinyWow.com. Yes. Ce site, il est Non, merveilleux. non, 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 attendez, moi je vois ici free tools to make everything simple. C'est ça ouais, mais Alors, sur la barre d'adresse, c'est TinyWow. et le time. La barre d'adresse en haut. Sur ce Bon, site, vous pouvez moi, faire beaucoup de choses. Vous pouvez compresser les vidéos, vous pouvez convertir le fichier, vous pouvez faire beaucoup de choses comme un PDF, vous pouvez l'éditer, vous ah oui, pouvez, oui, oui, je vois. Je vois, je vois. Tiny, ah oui, je vous vois pouvez faire effectivement. PDF to Tiny Word. Est-ce que wow. vous voyez ici? PDF to Word. Oui, tout à fait. Mhm. Ça peut être JPEG to PDF, ça peut être Split, Word to PDF, Compress PDF. Vous pouvez manipuler dans tous les sens. Mhm. Même chose pour les images. Mhm. Vous pouvez resize, Mhm. compress, Question. increase resolution. Mhm. Les Une vidéos, même chose. Vous question. pouvez comprimer les vidéos. Il y a Une pas mal de question. choses. Une question, allez-y. Une question. Est-ce que cet outil, par exemple, quelqu'un vous envoie un document scanné en PDF, au lieu qu'il vous envoie ça de manière complète, par exemple, 5 pages, il envoie ça page par page. Avec cette application, il y a moyen de refaire le document pour l'avoir en un seul fichier, En un au lieu seul d'avoir document? 5 fichiers. Oui, oui, Oui. normalement, oui. Et là, on utilise quelqu'un que l'on peut utiliser. C'est un PDF qui vous envoie. Et par exemple, vous avez, c'est un seul document, mais il a été envoyé en 5 fichiers séparés. Comment faire pour l'avoir en un seul fichier? Je suis en train de voir ici, c'est quoi l'option. Parce que si je vois split, c'est plutôt peut-être. Split, c'est pour diviser. Il y a merge ici, merge. Alors? Vous voyez merge? Ma souris est dessus. Mhm. Ah, Merge PDF. OK, je vois. File into a single PDF file. OK, Voilà. OK. Donc, vous voyez Merci, qu'on apprend sans cesse, hein. Mhm. merci. Alors, en tout cas, c'est un vieux site, mais qui continue à être utile jusqu'à aujourd'hui. Quoique, même ChatGPT peut vous aider à faire ça. Vous lui donnez les différents morceaux et puis les mettre ça en un fichier. OK. Oui, ChatGPT peut mais vous aider aussi. le problème avec s'il vous plaît, le problème avec Oui. les PDF, c'est qu'on ne peut pas les, les sélectionner. Comment ne Est-ce pas qu'on les sélectionne les sélectionner? documents? Enfin, si j'ai un texte que j'essaie de sélectionner même ça. Parce que pour sélectionner, pour pouvoir copier et envoyer dans le cas, il faut d'abord sélectionner. Or,
Mais À ça moins se que sélectionne je n'ai des habituellement. failles. Ah bon? Ah, Bon, je vais pendant que je suis m'efforcer. sur cet Oui, écran-là, je vais faire quelques essais pour ce qu'on a dit tantôt. Commençons par Google Scholar. ouais. Dans votre barre de recherche Google, tapez tout simplement Google Scholar. Hmm. Vous les voyez à l'écran, hein? Oui, Et puis vous vous assurez que c'est bien de Google Scholar qu'il s'agit. Il y a un chapeau de graduation là, sur le logo. Et vous voyez que sa barre de recherche est là, Google Scholar. Et vous voulez qu'on tape quoi, par exemple, comme recherche? Est-ce que le professeur Kiyou est toujours là? Ou on l'a déjà perdu? Professeur Joël, tu es toujours là? Je pense qu'on a perdu prof Joël. Mais je vois une nouvelle personne, Elfried Kitungano. Monsieur ou Madame CRMD. Elfried. C'est C'est du madame. CRMD, hein? Oui. Elfried n'a pas parlé depuis qu'on est là, Elle entend bien. hein? Ok, si elle entend, c'est déjà bien. Dans Google Scholar, on va faire par exemple quoi? Comme sujet de recherche. Ça peut être IA et recherche, Hmm. que j'avais déjà fait avant. IA et recherche. Comme si... Et vous voyez les résultats qu'il me donne? Tout est là. Ouais. Ouais. On peut spécifier aussi l'année de publication, 6 2026, since 2025, ou bien anytime. Et ça vous donne des résultats qui sont puisés, par exemple, dans une des plateformes que je vous avais mentionnées, ResearchGate ou Hall, que j'avais mentionné aussi, ou Erudit. Comme ça, vous pouvez avoir beaucoup de sources en PDF que vous pouvez traiter avec Chat PDF ou autre outil que je vous ai mentionné. Ça, c'était Google Hmm. Scholar. Bon, maintenant, on va essayer Hmm. JSTOR ou PubMed. En passant toujours par Google, on va essayer PubMed pour faire plaisir aux médecins. Voilà PubMed. Son logo, il est là. Hmm. C'est la même chose. Il vous donne une barre de recherche où vous pouvez écrire ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on cherche, par exemple, dans PubMed? Zephy, qu'est-ce que tu veux qu'on cherche dans Oui, PubMed? et Je, cherchons un peu concernant les cirrhoses des foie. Cirrhose de foie. Non, vois non, avec il y a Gemini, il y a R deux fois. oui, Deux Cirrhose. R. Ouais, ouais. Hmm. Et foie comment? Allez-y, avec, comme vous l'avez écrit, c'est bien écrit. Pas Ok, bien voilà. Maintenant, écrit. c'est complet. Ok, voilà ce que ça va nous donner comme publication dans le domaine. Et puis, il y a beaucoup plus d'ouvrages en anglais dans la science, hein. Ouais. Oui, Dans le oui, je vois. Donc, vous êtes obligé de connaître l'anglais. Vraiment. C'est important alors. Si vous voulez évoluer, percer, il faut connaître l'anglais. Nous voyons déjà plusieurs articles ici en anglais. Mhm. Cirrhosis and its complications. Tu vois? Donc, vous voyez que Alcohol vous n'avez plus d'excuses after. d'exceller dans votre domaine, hein. Tout à fait. Et puis là, on est juste à la première page sur 11. Mhm. Hein? Si on va à Next, on a d'autres ouvrages. Bon, ça, c'était pour les médecins. Essayons maintenant JSTOR, JSTOR plutôt. Si. JSTOR, qui est une grande plateforme aussi. Pour quel domaine? Un peu de tout, hein. Explore the world, knowledge, culture and ideas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on cherche, par exemple? Linguistique? Euh,
Comme vous voudrez. Je donne un sujet en linguistique. Donnez un sujet. S'il vous plaît, Oui. cherchez quelque chose Je sur donne Ok, on prend Jean-Jacques 1848. avant. Oui, Jean-Jacques? Oui, il n'y a pas de problème. 1848, la guerre entre le Mexique et les USA. C'est 1948? 1800. Oui, guerre entre le Mexique et 1848. Guerre Mexique-USA. Oui. Vous êtes C'est de l'histoire, historien? alors. 1848. Non, on vous demande si vous Il y êtes a historien. 1611 résultats. Bon, c'est parce que si vous précisez l'année, ça va restreindre. Oh, sûrement. « 1848, hein? 359 résultats. C'était Napoléon. Est-ce que vous voyez les résultats? Est-ce que vous pouvez lui demander de chercher les traités qui avaient été signés entre ces deux pays à l'issue de cette guerre? En fait, ici, on n'a pas affaire à une IA. C'est une plateforme pour les ressources académiques. Ah, OK. Donc, ça vous trouve des documentations par rapport à ce que vous demandez. Ça va. Je Et peux puis, en poser une lisant les question en sources, vous allez médecine? trouver les traités. Vous pouvez télécharger un, vous demandez à ChatPDF de vous dire le contenu, c'est quoi. Hmm. Ou même un notebook J'ai une LM. question. Vas-y. J'ai une question en médecine. Oui, oui. C'est quoi ta question? Sujet maladie orpheline. Voir si Maladie au JSTOR a quelque pluriel, chose. orpheline. Est-ce qu'on va trouver quelque chose dans JSTOR? 810 Maladie résultats. orpheline au pluriel. Hein, maladie orpheline. Bon, même, oui, même au singulier. Orpheline. Qu'est-ce que ça signifie ou je ne sais quoi s'il y a des articles à ce sujet? Comment ça? Le commerce de fillettes, c'est une maladie orpheline. Non, non, là, il n'est pas. Non, je n'ai pas dit On devait ça. chercher J'ai de la dit, PubMed plutôt. On a repris non, le commerce de fillettes dans les maladies Cherchons orphelines. cherchons de la PubMed. Comme ça, au moins, on est dans les domaines. hein, c'est ça. Maladie orpheline. Orpheline. Quoique PubMed, c'est beaucoup plus en anglais. Voyons voir. Oh non, on va quand même déchiffrer. On peut. Bon, ça nous a trouvé un article qui parle de ça quand même. Oui. En français en plus. Oh oui, voilà. Je vois ici les journées caribéennes des maladies rares et orphelines 2022. Mhm. Et il y en a d'autres en anglais, bien sûr. Moi, c'est la force de Hypochondria. PubMed, l'anglais. Hmm. Dans cet article ici, on parle de ça, maladie orpheline. Tout à fait. Tout à fait. Pulmonaire. C'est pas une curiosité. C'est pour Mhm. dire seulement comment ça fonctionne, quoi. Je voulais, c'est ça, participer à l'exercice. Ça En va. tout cas, ça nous amène quelque chose. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions ou des observations? Oui, c'est peut-être, ça ne cadre pas tellement avec notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose aussi qui est préoccupant dans le monde actuel. Mais la question était de savoir les plateformes que les gens utilisent actuellement pour les investissements en ligne. Oui. Il faut investir en ligne, c'est plus l'intelligence artificielle qui travaille là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez causer dans ce domaine-là pour les investissements en ligne par des plateformes-là, d'investissement-là? La prudence.
Seulement la prudence. La prudence, parce que ça se fait avec les bitcoins et puis c'est pas retraçable. OK. Donc, la personne qui investit doit être prudent pour chaque fois retirer avant que ça ne se ferme, la plateforme. Même pas ça. En fait, investissez le montant que vous êtes prêt à perdre. C'est ça l'idée, le conseil. OK. Investissez tout montant que vous êtes Merci. prêt à perdre. Et ces plateformes sont créées par des personnes qui les gèrent pour un certain moment à leur intérêt aussi. Mais c'est toujours ça, il n'y a rien pour rien. Donc, quand vous maîtrisez, vous pouvez aussi créer une plateforme d'investissement en ligne que les gens peuvent utiliser à un certain moment et ça se ferme. Mais il faut être légal, hein. Si vous êtes dans Tu l'illégalité, ça peut vous créer il des va ennuis créer aussi. il faut créer son bindo en ligne. C'est ça. Il faut être juste informaticien. OK. Qu'est-ce que vous pensez Merci du beaucoup. Forex? En fait, dans le même ordre d'idée, je voudrais plutôt parler de ces applications pour lesquelles il faut payer. Ouais, on peut avoir peut-être de visa quoi, là, pour payer, mais est-ce que on peut être sûr que toutes ces applications ou tous les propriétaires de ces applications ne peuvent pas aussi procéder peut-être de racler ce qu'on pourrait avoir dans son compte? C'est aussi un souci là qui m'est arrivé aujourd'hui en esprit. Je ne sais pas ce que vous Heureusement que pouvez quand vous utilisez nous Visa, il y a à toujours propos. une assurance dessus. Hmm, Une banque sérieuse qui d'accord. vous donne une carte Visa protège vos avoirs. S'il y a fraude, il vous Mhm. rembourse. Non, le problème, c'est par rapport à ceux auprès de qui on doit peut-être s'abonner pour l'utilisation de leurs applications. Il n'y a pas lieu qu'ils puissent procéder à rafler ce qu'on pourrait avoir dans son compte là, sur Visa. Bon, ça dépend de quelle compagnie. Par exemple, quoi, tu parles de ChatGPT? Ouais, il y a beaucoup par exemple, pour les chansons là autour de Donna, Suno, etc. Tout ça, les GPT, etc. Mhm. Est-ce qu'il y a la fiabilité que ces gens ne peuvent pas mal se comporter à cette matière-là? Les grandes compagnies, ils préservent leur réputation. Ils peuvent jamais faire ça. Hmm, En Occident, la d'accord. réputation, c'est la clé de tout, hein. Ils ne peuvent pas se permettre Ok, ça. d'accord. Il n'y a qu'en RDC qu'on se Ça, permet merci. tout. Là, je vous Vraiment. montre pour clore ma chaîne YouTube. Et puis, j'avais une question de Jean-Jacques qui parlait de prompt, je pense, hein. Oui, oui, prompt optimisé. Là. Alors, pour ça, il y a une vidéo que j'ai publiée récemment. Et c'est laquelle déjà? C'est celle-ci, l'IA t'oublie. Est-ce que vous voyez ça? Oui, oui. Regardez cette vidéo-là. L'IA t'oublie, faites ça comme un pro. Ça vous parle de comment bien prompter. C'est juste 14 minutes, donc écoutez-le, partagez-le à vos proches. Et puis pour Notebook LM, regardez la vidéo que je vais vous montrer présentement. Ça va être plus bas encore. C'est cette vidéo ici, est-ce que vous voyez ça? IA versus expert. Oui. Dans cette vidéo, je présente Notebook LM. IA? IA versus expert. Expert humain. OK. C'est 45 minutes.
En fait, là, je présente la fonctionnalité podcast, mais ça peut aussi vous aider pour faire autre chose, comme analyser vos textes de 800 pages et tout. OK. D'accord. Donc, avec ça, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Et je posterai l'enregistrement de cette séance sur la même chaîne où vous êtes tous abonnés déjà. Qui n'est pas abonné à la chaîne parmi vous? J'ai vu dans le chat quelqu'un qui a écrit Tiny Wall. C'est pas Tiny Wall, c'est Tiny Wow. Je corrige ça dans le chat. Quelqu'un qui a Ok. parlé Il y a d'FX. en bas, Je ne sais pas, vous n'avez pas la barre de répondu. menu en bas. Bon, il y a deux personnes qui parlent en même temps. On va commencer par Claude. Claude, vas-y. Oui, je disais, il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport aux plateformes d'FX. Vous n'avez pas répondu. C'est quoi cette plateforme-là? C'était Forex. C'est une plateforme. Forex. Oui, des Forex. Oui. C'est une plateforme comme ce que vous intéressez là, c'est-à-dire une plateforme d'échange de monnaie. C'est-à-dire, en fonction des cours de monnaie, vous vous mettez à changer de monnaie d'une monnaie à l'autre et ça peut vous rapporter de l'argent. Mais je pense que j'avais répondu à ça. Merci. Et cette plateforme-là, c'est vraiment rentable. La rentabilité dépend de vous, hein, et de combien vous êtes prêt à perdre. Non, j'en parle parce qu'on voit beaucoup de publicités pour le moment, des gens qui se disent experts sur cette plateforme qui propose des formations. C'est pour ça que je posais la question à Ferdinand. C'est des formations gratuites ou payantes? Il y en a qui disent gratuites, d'autres sont payantes. Là, la plupart sont payantes. Ils veulent initier les gens à l'utilisation du Forex pour faire du trading de devises. Et puis, n'hésitez jamais à demander l'opinion de ChatGPT pour ce genre de choses. OK. ChatGPT ou Perplexity, parce qu'eux ils peuvent dénicher les arnaques. OK. Vous vous souvenez de Perplexity, non? Pardon? Perplexity, vous vous souvenez de lui? Oui, dans la formation sécurité. On s'en souvient. Ouais, parce que lui, Perplexity déniche les choses même cachées. Il peut vous dénicher une arnaque avant qu'on vous vole. Autre chose, M. Jacques? Maintenant, l'approche, par exemple, comment on fait? C'est-à-dire, si les gens vous envoient un lien, comment vous faites, quelle est la procédure? Quand on dit, par exemple, les gens vous envoient des publicités pour dire qu'ils proposent des formations sur le Forex. Oui. La procédure, c'est quoi? C'est que vous prenez la pub ou les liens, vous amenez ça dans Perplexity, vous lui demandez d'analyser ou quoi? C'est une option aussi. Vous pouvez demander à Perplexity de vérifier si c'est légitime. Okay. Puis Perplexity va fouiller pour vous. Il va vous faire un rapport détaillé. D'accord. Et puis, n'oubliez pas la règle d'or. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est ça. Ah oui, l'argent facile. Exactement. Alors, moi, j'avais une question parce que je ne suis pas très familier avec l'utilisation du Zoom. Sur mon écran, sur la barre d'en bas, il y a une flèche où c'est marqué partage d'écran. Oui. Et chaque fois que tu cliques dessus, j'ai un message. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je n'ai pas autorisé que vous partagiez votre écran. Mais moi, je peux partager mon écran. Comme je le faisais tantôt. Mais si je veux que vous partagiez votre écran, je dois vous autoriser. Oui, bon, maintenant, comme je suis dans Zoom, par exemple, lorsque vous avez fait l'exercice pour dire, regardez, moi, je vais sur ChatGPT, je vois mon historique. Mais moi, ici, tel que le Zoom est affiché, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller pour avoir des écrans, c'est-à-dire l'écran où je vois cette discussion et l'écran qui aurait pu me permettre
à côté, de vérifier, par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure pour que je puisse retrouver l'historique. Là, est-ce que vous êtes sur ordinateur ou sur téléphone? Je suis sur ordinateur. Ah, pourtant, c'est plus facile sur ordinateur. Vous changez juste des fenêtres? Changer de fenêtre. Ouais, vous quittez Zoom et puis vous ouvrez une autre fenêtre. Non, ce que j'aimerais avoir, c'est avoir une des deux fenêtres. Un côté, je garde les zooms, et de l'autre côté, j'ai une autre fenêtre. Ça, c'est juste la gestion de vos fenêtres. Vous pouvez réduire la taille des fenêtres Zoom, vous le mettez à côté et puis vous ouvrez un autre Google, vous mettez à côté. C'est vraiment une gestion personnelle. Ah, ok. D'accord. C'est aussi facile que ça. Sur l'ordinateur, tout est facile. Sur les téléphones que c'est compliqué. Elfried, à toi la parole. Tu n'as pas parlé aujourd'hui. Kitungano. On ne va pas te laisser sans parler quand même. Ouvre ton micro. Elfried ne veut pas parler. Hein? Azobanga. Alors, Monsieur Niembo. Mambo plutôt. Je t'appelle Niembo depuis le début. Mambo, pas Niembo. Alors, en Mambo, conclusion, qu'est-ce oui. que tu dis? Tu es prêt pour le devoir? Bon. Je peux tenter déjà. Tu as 30 jours pour ça, Je peux dans tous tenter les cas. quelque chose. D'accord. En Je vais début m'y mettre. février, on va avoir un Zoom de présentation des résultats. Je pense que cette fois-là, ça ira. Je ne peux pas manquer d'avoir au moins 6 sur 10. Évidemment, en cas de difficulté, on pourra toujours revenir à vous. On reviendra à vous si on est là pour ça. Merci. D'accord, merci beaucoup. Question de la fin ou mot de la fin? De mon côté? Oui. Mot de la fin, que ceci, comme je le disais tantôt, que ces interactions, cette formation ne soit pas une fin, qu'elle continue parce que nous devons évoluer, nous devons, vous êtes notre maître en fait, et nous devons chercher à aller au-delà du niveau où nous sommes aujourd'hui. Et c'est avec des exercices, avec des contacts, des questions que nous allons évoluer aussi. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que facilitation. En 2026, je vais organiser une autre formation à Bunia.